c'est l'occasion de vous remontrer mes autres réseaux, hein, donc en dehors de la chaîne Twitch, bah, comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, j'archive mes vidéos sur YouTube comme je vous le montre ici, donc sur la chaîne YouTube. Vous avez qu'à noter paragraphe 14 et vous tomberez sur donc youtube.com paragraphe 14 et là vous tombez sur ma chaîne. Et donc toutes les vidéos qu'on a streamées depuis l'ouverture de la chaîne se retrouvent ici. Elles sont réparties sous forme de playlist ou bien en vrac comme vous savez sur n'importe quelle chaîne YouTube. Quand on voit là, je vous avais dit, la différence de vue entre Le Monde des Licornes, 22 vues, attention, c'est du haut niveau, mais L'Origine des livres-jeux qui a été tourné donc le même jour, hein, donc à la base c'est la même séance de stream, mais que j'ai divisé en deux vidéos. Et ben L'Origine des livres-jeux c'est 109 vues. Voilà. Parce que j'imagine que voilà, c'est un sujet qui intéresse beaucoup plus de gens que Le Monde des Licornes, ça intéresse vraiment peu de personnes, hein. J'imagine que la vidéo a été davantage partagée dans mon entourage d'amateurs de livres-jeux et qu'elle a eu son petit succès, on va dire. Et voilà. C'est pour ça que je disais, je vais en faire davantage comme c'est apparemment demandé. Et salut Kazan. Ça démarre au quart de tour. Ah bah oui, toujours, toujours. On en était où? On en était à la présentation de mes réseaux sociaux. On a aussi la page Facebook, hein, paragraphe 14, pareil, où tu avais paragraphe 14 sur facebook.com/paragraphe 14. Et hop, emballé, c'est pesé, vous trouvez ma page Facebook sur laquelle on vous annonce les streams du jour, hein, comme on l'a ici. Et tout un tas d'autres choses, hein, les vidéos qui sont archivées sur YouTube, voilà, je les poste, c'est où vous êtes au courant. Une nouveauté dans le domaine des livres-jeux, plus rarement dans le domaine du jeu de rôle, mais en tout cas, si c'est des jeux de rôle qu'on a déjà streamés, par exemple, je vais avoir tendance à en parler. Mais dans le domaine des livres-jeux, voilà, ici, on a la réédition. J'avais annoncé la réédition de la série Défis et Sortilèges, à commencer par le tome Les Héritiers de Dorgan. C'est une série dont on va reparler, parce que voilà, c'est Scriptarium qui réédite la série, avec donc une nouvelle couverture qui reprend le texte intégral avec quelques améliorations, quelques corrections, mais pas non plus une modification globale. On aura l'occasion d'en reparler parce que je compte effectivement streamer des aventures de défis et sortilèges. Vous allez voir, c'est rigolo. C'est rigolo. Voilà. C'était pas pour parler de ça spécifiquement, mais pour vous montrer voilà, que sur ma page, de temps en temps, j'annonce quelques trucs qui peuvent être sympas. Et donc, n'hésitez pas à aller liker la page. C'est l'occasion de se tenir au courant et d'apprendre 2-3 bricoles sur le domaine des livres-jeux. Mon petit blog, que ça fait longtemps que j'ai plus posté dessus, mais de temps en temps ça m'arrive. Voilà, je poste quelques articles sur des sujets qui me plaisent. Ici, j'avais une série d'articles sur la définition du jeu de rôle. Donc, ça fait un moment que je me suis plus attaqué parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, mais c'est toujours sur le feu. Et donc, voilà, si mes petits délires vous tentent sur les jeux de rôle et les livres dont vous êtes le héros, allez voir mon blog. De temps en temps, il peut y avoir un article sympa. Voilà, évidemment, la chaîne Twitch, ça vous la connaissez, je vous la remets. On la remet en double, comme ça on stream 2 fois. C'est rigolo. On va arrêter les conneries et on va reprendre les choses sérieuses. Des petites news, vous savez qu'on a fait quelques streams sur Anteas et Du sang sous les vignes, hein, vous vous souvenez, on a fait 2 séances Du sang sous les vignes où on est mort 3 ou 4 fois, je sais plus. On a aussi streamé 2 séances de jeux de rôle Anteas dont s'inspirait le livre-jeu Du sang sous les vignes. Eh bien, il semblerait que nous ayons réussi à redonner la flamme à l'auteur, puisqu'il a publié il y a quelques jours une news comme quoi ça le démangeait de plus en plus et qu'il allait s'y remettre. Donc, c'est un projet, comme je vous l'avais dit, c'est un projet qui reprend régulièrement mais qui laisse un peu traîner. Et là, il semblerait qu'il a envie de donner un gros coup de fouet et de reprendre l'écriture de son jeu de rôle sous son nouveau système, qui est le système Epix qu'il a mis au point lui-même. Voilà, quelle bonne nouvelle, Kazan, et je suis d'accord avec toi. Il semblerait que nos petits streams aient eu un petit impact sympa sur l'auteur qui enjoué, a décidé de reprendre son projet et de le mener à bien. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. N'hésitez pas aussi à aller liker la page de Mister Donix, hein. Ça lui fera plaisir. Si vous voulez vous tenir au courant sur Anteas, eh bien, allez liker sa page, comme ça vous ne raterez pas une miette des nouvelles et vous serez au courant si jamais il y a une publication future, que ce soit un PDF ou une véritable publication chez un éditeur, vous serez au courant. Je vais poursuivre sur mes petites découvertes sur des articles que je trouve ici et là sur le web et qui ont ce côté un peu inattendu,
qu'est-ce que je viens de trouver là? Un article publié sur la Fnac. Je ne connaissais pas cette rubrique de la Fnac, je ne suis pas un grand consommateur Fnac, euh, mais il y a une rubrique qui s'appelle L'éclaireur, ou un magazine, je ne sais pas trop comment je l'appelle, c'est peut-être une revue interne. Ça a l'air d'être ça, ou une revue web interne, L'éclaireur, dans laquelle ils publient, je suppose, des choses autour de la littérature ou de différents produits qui sont susceptibles de vendre dans leur magasin. Et je trouve un article sous la rubrique décryptage. Donc ils ont pop culture, figurines et jeux, ça c'est le sujet principal, sous-sujet. Et puis ils intitulent ça décryptage. Donc j'imagine ils vont faire une espèce, je sais pas moi, ils vont décrypter des choses, ils vont expliquer des choses, décoder, voilà, pour que le grand public puisse comprendre certaines subtilités, peut-être d'un secteur qu'ils jugent un peu difficile peut-être à cerner pour les non-initiés, comme les livres-jeux. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Défi fantastique, 40 ans d'aventure dont vous êtes le héros. Bah oui, vous savez que ça fait 40 ans que Défi fantastique existe. D'ailleurs, je peux vous montrer les livres que je viens d'acquérir pour mon anniversaire, qui s'est déroulé il y a quelques jours. Je vous montre ça. Je suis très content de les avoir et je vais bientôt devoir m'y atteler. Il s'agit des deux dernières sorties pour les 40 ans. On voit le petit sticker doré, les 40 ans de Fighting Fantasy. Donc, c'est des ouvrages en anglais, parce qu'ils n'existent pas encore en français, ils viennent à peine de sortir. Un par Ian Livingstone, l'autre par Steve Jackson, qui reprennent. Qui reprennent la plume pour nous servir des aventures qui, je l'espère, seront à la hauteur. Je sais que celui d'Ian Livingstone, apparemment, c'est déjà écrit de base que ça, One True Pass, c'est déjà mis à la fin. Il est déjà écrit ça, One True Pass. Ça, on te le dit, voilà. On t'explique. C'est cash dans ta gueule. Tu sais que quand tu vas commencer le dernier Ian Livingstone, tu vas en chier. Celui de Steve Jackson, je ne sais pas encore. Je pense pas, j'espère. C'est moins son style de faire un One True Pass, bien qu'il en a déjà fait. Mais je sais pas. En tout cas, ils ont l'air tous les deux sympas. Et je suis vraiment impatient de les faire. Donc ça, as-tu Crystal of Storms? Celui par Rhianna Pratchett. Attends, je te le sors. Tada! C'est celui-là. Donc, réponse à la question, oui. Oui, je l'ai. Il est là. Oui, je l'ai essayé une fois, je suis pas allé bien loin. Je suis pas allé bien loin, mais il me semblait sympa, mais c'est les illustrations surtout qui piquaient aux yeux. Ah, et d'ailleurs, bonne nouvelle pour les illustrations. Vous vous souvenez, ce long débat qu'on a eu sur les illustrations de Vlado Krizan et compagnie, on a fait une séance rien que sur ça. Rien que sur ça. Je vous en remontre une petite, rien que pour se piquer les yeux. Là, l'espèce de cafard bizarre, mais voilà, dans un style noir et blanc très approximatif, très enfantin et beaucoup trop moderne à mon goût, beaucoup trop épuré. On peut en parler des années, bah oui. Mais heureusement, pour les nouveaux, et non, ils n'allaient pas nous faire cette injure, pour les nouveaux, pour les 40 ans, ils ont quand même ressorti des illustrations qui tiennent la route. Voilà, comme cela. Ça, c'est une illustration de livre dont vous êtes le héros. Ça, on aime. Ça, on a envie de voir tous les jours. Sinon, non, on n'aime pas. Et par contre, ce sont des illustrateurs que je ne connais pas. Je ne connais pas les illustrateurs. Je ne sais pas s'ils ont déjà illustré des livres dont vous êtes le héros. C'est Mike McCarthy pour celui de Ian Livingstone. Et alors pour celui de Steve Jackson, c'est un dénommé. Où est-il? Où te caches-tu? Tasio Bettine. Tasio Bettine. Connais pas. J'ai une préférence pour le McCarthy. J'ai une préférence pour celui-là, mais les deux sont quand même sympas. Donc, parenthèse sur les illustrations. Parenthèse, donc très heureux d'avoir acquis ces ouvrages pour mon anniversaire et impatient de les faire. Ce qui nous ramène à l'article. Vous savez que j'aime bien mettre des parenthèses dans les parenthèses, des trucs entre crochets, entre guillemets, et que je finis par retourner à mon sujet principal, qui était donc Défi fantastique 40 ans d'aventure dont vous êtes le héros, dans la rubrique décryptage de l'éclaireur de la FNAC. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous raconter là-dessus? Je vous dis, je n'ai pas lu l'article, c'est le plaisir aussi de le découvrir ensemble. Article paru le 6 septembre 2022, donc ça commence à dater un petit peu, mais ça reste quand même assez récent, par Michael Ducousseau, que je ne connais pas. On a ici en miniature, en image d'introduction, la couverture, le sorcier de la montagne de feu, revu et visité par Robert Boll. Hein. Alors,
Les décennies passent, les couvertures changent, mais les classiques comme Le Sorcier de la Montagne de Feu ont toujours autant de succès. L'article, c'est la légende de la photo. C'est un commentaire sur l'extrait de couverture qui est donné. Alors, la célèbre série de livres-jeux traverse le temps en gardant une base de fans toujours aussi fidèle et en séduisant sans cesse de nouveaux lecteurs désireux de partir à l'aventure. Si vous ouvrez la porte de droite, allez en 227. Si vous empruntez le tunnel à gauche, allez en 101. Lequel de ces choix vous amènera à un trésor ou à une mort certaine? Impossible de le savoir sans tourner la page. Voilà des dilemmes qui, depuis 40 ans, font frissonner les aventuriers qui se lancent dans les défis fantastiques. Malgré les années qui passent, les courageux lecteurs de Fighting Fantasy, bon, on précise que c'est la traduction en VO, sont toujours aussi passionnés. En témoigne la 4e édition du Fighting Fantasy Fest, c'est une convention organisée justement par toute la clique des Fighting Fantasy, qui s'est tenue à Londres le 3 septembre dernier, réunissant de nombreux fans venus débattre de leurs aventures favorites et découvrir celles inédites écrites pour l'occasion par les pères de la licence, Sir Ian Livingstone, parce que n'oublions pas, Sir Ian Livingstone a obtenu le titre, si j'ai une bonne mémoire, le titre de chevalier, qui fait qu'il devient Sir, et Steve Jackson. Corrigez-moi si je dis des conneries. Une révolution interactive. À la fin des années 1970, les deux compères étaient surtout connus pour avoir lancé une petite entreprise pleine d'avenir, Games Workshop. Ils ont d'ailleurs écrit un bouquin sur le sujet, un bouquin qui s'appelle Dice Man, qui distribuait en Europe un jeu encore confidentiel, Donjons et Dragons. C'était effectivement, outre les créateurs de figurines Warhammer, c'était aussi le distributeur de Donjons et Dragons. Flairant le potentiel de ce produit d'un nouveau genre, l'éditeur Penguin Books leur demande d'écrire un livre destiné à présenter ce jeu de rôle et son fonctionnement. Seulement, Ian Livingstone et Steve Jackson vont se montrer plus ambitieux en produisant un livre-jeu composé de 400 paragraphes racontant une histoire interactive dans un univers de fantasy indépendant. Ça, c'est quand même intéressant de se rendre compte, de savoir, et ça c'est vrai, l'info, je l'ai déjà lu dans le bouquin You Are the Hero de Jonathan Green. C'est effectivement le point de départ, c'est d'abord l'éditeur Penguin qui demande Hey, vous voulez pas écrire un bouquin qui explique un peu, qui initie un peu au jeu de rôle, parce que apparemment ça a l'air un peu ardu, et c'est vrai que Donjons et Dragons avait la réputation de pas être facile à prendre en main du tout, et donc on leur avait demandé d'écrire un bouquin d'initiation finalement au principe même du jeu de rôle, quoi. Le Sorcier de la Montagne de Feu paraît en 1982 et devient instantanément un succès éditorial, lançant sur de bons rails la collection des Défis Fantastiques, cette série d'ouvrages indépendants se situant pour la plupart dans l'univers fictif de Titan. C'est depuis écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. À écouter son co-auteur Sir Ian Livingstone, l'une des raisons de ce succès est le fait qu'il ait enfin permis au lecteur d'être actif. Alors, il y a une illustration du Sorcier de la Montagne de Feu, cette fois-ci l'ancienne version. Et là, il précise, les fans restent attachés aux couvertures de leur enfance. Et c'est tout à fait vrai. Là, on a un article, on sent qu'on a un article, s'il n'a pas été écrit par quelqu'un qui est dans le milieu, qui fréquente les communautés de passionnés, je ne serais pas étonné que ce soit le cas. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, la personne s'est vachement documentée sur le sujet. Les livres traditionnels proposent une narration linéaire et une expérience passive, détaille-t-il. Les défis fantastiques, eux, sont une expérience avec une narration en arborescence accompagnée d'un système de jeu. Ils demandent aux lecteurs de faire leurs propres choix, de prendre leurs propres décisions, tourner à gauche ou à droite, combattre le monstre ou s'enfuir. C'est ce qui rend les choses excitantes. En 1982, Le Sorcier de la Montagne de Feu, avec toutes ses possibilités et les résultats qui en découlent, a mené de nombreuses personnes qui ne lisaient pas vers la lecture. Alors, que nous dit Kazan exactement? C'est ce que je me suis dit. Ah oui, pas de bullshit, ouais, par rapport à la qualité de l'article. C'est vrai, pour le moment, c'est assez précis, c'est assez sympa. Généralement, les critiques, les chroniques dans la FNAC sont plutôt pertinentes de mon expérience personnelle. Ah oui, ok. Bah, en tout cas, ça se vérifie. Alors, aussi on parle de Florent Haro, tiens. C'est marrant parce que je viens de quitter l'Assemblée Générale de Scriptarium. Donc, Florent Haro a fait partie de ces jeunes happés par la lecture des Défis Fantastiques. Il avait 10 ans lorsqu'il est tombé sur la Citadelle du Chaos de Steve Jackson. C'était
le deuxième tome de la série, celui qui introduisait l'usage de la magie, se souvient-il. Pour un jeune de cette époque, quand Harry Potter n'existait pas, c'était une expérience fabuleuse. Ouais, il n'y a pas Harry Potter, mais il y avait d'autres choses quand même, hein. Et là, on a la couverture donc, que je viens de vous montrer, un Shadow of the Giants de Ian Livingstone. Et on nous dit en légende, L'ombre des géants, le nouveau tome de la série signé Ian Livingstone est sorti pour la Fighting Fantasy Fest, effectivement chez Scholastic. Une expérience qui a marqué de nombreux petits Français, parce que les autres francophones, on n'en a rien à kicker, ça c'est très français comme démarche. Donc une expérience qui a marqué de nombreux petits Français fascinés par la fameuse collection Un livre dont vous êtes le héros, au sein de laquelle Gallimard publie les défis fantastiques et d'autres séries de livres-jeux, comme le célèbre Loup solitaire depuis 1983. D'ailleurs, vous savez que, vous savez peut-être pas, qu'en français, on a eu cette chance au moins d'avoir Gallimard qui a vraiment établi une structure de collection et de sous-collection, avec un livre dans le héros en logo, et puis des couvertures toutes pareilles, avec un système bien strict, et des collections avec un nom, une espèce d'avatar comme ça, un emblème, et on s'y retrouvait, et tout avait vraiment le même code graphique. C'est pour ça qu'il y a tant de collectionneurs qui aiment vraiment avoir ces anciennes versions qui sont si spéciales. Euh, mais en Angleterre, c'était pas du tout pareil. Il y a de multiples éditeurs qui ont sorti des séries et il n'y avait pas spécialement une cohérence. Oui, il y avait des séries, ok, mais elles n'étaient pas toutes chez le même éditeur. Tandis que chez Gallimard, on a vraiment tout assemblé, tout mis sous la même, on va dire, sous la même bannière, quoi, et on en a fait quelque chose de cohérent, quoi. Ça, c'est une chance. Je pense que c'est. Je sais pas comment c'est dans d'autres pays, je ne jurerai pas, mais je pense que ça doit être pratiquement unique, ça doit être peut-être unique d'avoir eu cette chance, d'avoir eu un truc, une collection vraiment hyper structurée, quoi. Il n'est pas le seul, donc j'en étais où? Florent Arroyo n'en est pas le seul, blablabla. Seulement, plusieurs décennies après cette découverte, Florent Haro ne s'en remet toujours pas et il n'est pas le seul. Avec d'autres passionnés de défis fantastiques, il a publié la traduction du jeu de rôle officiel de l'univers de Titan via leur association Scriptarium. Ouais, effectivement, on en sait quelque chose, hein. On a quand même fait une campagne, deux campagnes complètes sur le sujet. Forte de sa connaissance du monde de défis fantastiques, l'association en est même venue à conseiller Gallimard, le seul éditeur au monde à n'avoir jamais cessé de publier la série. Et ça c'est super important. Dans la publication et la réédition des œuvres originales, afin de donner un peu de cohérence à l'ensemble de l'univers. Et pour le coup, c'est vraiment un travail du Titan. Pour ceux qui nous ont suivis dans les streams de livres-jeux, notamment celui qu'on a fait sur le fléau de Titan, on a pu se rendre compte qu'il y avait des commentaires de Florent Haro, entre autres, des commentaires de Scriptarium, qui ont aidé à la traduction, à la juste traduction, pour essayer de garder vraiment une uniformité dans le vocabulaire. Ils en reparlaient encore à l'Assemblée Générale tout à l'heure. C'est vrai que la difficulté d'aborder un univers tel que les fantastiques, de le traduire, c'est que chaque auteur, vraiment, que ce soit Steve Jackson ou Jonathan Green ou autre, ils travaillent chacun dans leur coin, ils se coordonnent à peine, et après, dans les traductions, bah, on doit se démerder avec ça et faire au mieux pour que tout soit uniforme quand ça passe à la traduction, quoi. Ça c'est chaud. Mais c'est aussi ce qu'il y a un peu de passionnant dans le travail, mais c'est quand même, on s'en passerait quand même. Donc j'en étais où? Forte de sa connaissance du monde des fantastiques, l'association en est même venue à conseiller Gallimard dans la publication et la réédition des œuvres originales, afin de donner un peu de cohérence à l'ensemble de l'univers. Et pour le coup, c'est vraiment un travail de titan, ça je venais de le dire. Alors, un monde d'aventure. Et ici, on a une photo de Ian Livingstone qui pointe du doigt Hidetaka Miyazaki. Sérieux, c'est lui? Ah ouais, ok. Créateur des célèbres jeux vidéo Dark Souls, voilà, j'avais jamais vu sa tête, donc voilà, qui, comme on le sait quand on étudie un peu le milieu, moi je l'ai appris en lisant ce bouquin, je crois que je vous ai déjà montré ce bouquin la fois dernière, l'histoire des RPG de Raphaël Lucas, qui est vraiment super intéressant et qui accorde un bon nombre de pages au livre-jeu. Vous avez dit que l'histoire des livres-jeux et des jeux vidéo dans les milieux scientifiques, c'était quand même considéré comme des milieux interconnectés et intéressants à étudier ensemble. Euh, Hidetaka Miyazaki est fan de la série Sorcellerie. Et il dit lui-même que son Dark Souls, enfin, la mécanique, le Die and Retry, les dans notre héros, c'était un peu ça, quoi. On meurt, on recommence, merde. Et on recommence jusqu'à ce qu'on comprenne comment éviter de mourir, quoi. Ça l'a marqué, cette façon de faire.
Et donc voilà, donc ici, photo de Ian Livingstone et Miyazaki, créateur de Dark Souls, qui tient en main, d'ailleurs, il tient en main le sorcier de la montagne de feu en version Wizard Books, je pense. Au départ, cela a un peu chiffonné Florent Haro. C'est donc le directeur, le président de l'association Scriptarium, géographe de profession. Mais finalement, il y voit ce qui fait le charme de cet univers arpenté par des millions d'autres aventuriers. Est-ce que c'est le monde qui intéresse vraiment les lecteurs de défis fantastiques? Je n'en suis pas persuadé. C'est lui qui parle. Même si ça apporte un ciment à l'ensemble. Mais ça reste un univers médiéval fantastique assez ouvert, avec des zones inexplorées qui laissent plein de possibilités. En discutant avec Steve Jackson, je lui ai fait remarquer certaines incohérences, certaines zones d'ombre sur les cartes, mais il m'a répondu « Tant mieux, ça correspond à un état des connaissances balbutiant, un peu comme pouvaient l'avoir les premiers cartographes du Moyen Âge. Ça laisse un univers largement méconnu qui invite à l'exploration. » Est-ce que c'était fait exprès? Ça, c'est une autre question. On va pas être médisant, on va pas être médisant. On meurt jamais dans Dark Souls. Non. J'ai pas jamais joué aux jeux vidéo, par contre, j'ai joué aux jeux de plateau. Et oui, on meurt beaucoup. Je ne crois pas que j'ai réussi à aller au-delà des morts multiples. Alors là, on voit une illustration qui reprend la couverture sans titre ni rien, l'image de couverture de la Couronne des Rois, qui est le 4e volume de la série Sorcellerie. Et en légende, nous avons, pour le jeu de rôle officiel de Défis Fantastiques, Scriptarium a fait appel aux illustrateurs iconiques qui ont tant fait rêver ou frissonner les lecteurs. Effectivement, et là c'est une illustration de John Blanche pour le coup. Cet appel de l'aventure et la place laissée à l'imagination des joueurs a sans doute contribué au succès de la série, tout autant que les illustrations évocatrices invitant au voyage dans un monde magique. Aujourd'hui encore, les fans sont tellement attachés à ces dessins que le moindre changement provoque des tollés. Effectivement. Scholastic, qui publie désormais Fighting Fantasy en anglais, et Gallimard ont ainsi dû reproduire les illustrations d'origine dans leurs dernières éditions pour apaiser les nostalgiques et séduire la nouvelle génération de lecteurs d'aventure. Je sais pas où il puise ses sources, mais j'imagine qu'il dit pas de la merde et que ça se tient. Ça, de ce qu'on en sait, ça se tient. On l'a vu nous-mêmes, hein, on a étudié le sujet lors de quelques streams, ouais, ça se tient. Ça se tient qu'il l'ait fait pour cette raison-là. Effectivement, les nouveaux livres-jeux, les derniers qui sortent, effectivement, n'ont plus du tout les illustrations de merde qu'il y avait avant. Voilà, je crois que même pour la couverture, c'est grillé. Transmettre la flamme. Car, en dépit des années de l'essor des jeux vidéo ou des polémiques médiatiques, les défis fantastiques n'ont jamais cessé de plaire. Gallimard peut en témoigner, malgré l'arrêt de l'édition anglaise de Penguin en 95, le groupe français a continué de publier ou rééditer des défis fantastiques et peut s'enorgueillir d'en avoir vendu plus de 2,8 millions depuis le lancement de la série. Le fait que ça ait toujours été, là c'est une citation, donc c'est Florent Haro, le fait que ça ait toujours été publié lui a permis de trouver sans cesse un nouveau public, estime Florent Haro, en insistant sur le rôle des fans qui ont fait en sorte de transmettre la flamme. Et on continue avec une citation. Aujourd'hui, il y a des éditeurs associatifs issus d'une communauté de passionnés, comme Alconost ou Posidonia, qui se sont spécialisés dans la publication de livres-jeux, beaucoup plus mûrs dans l'écriture et les sujets abordés. Ils rééditent, traduisent ou éditent d'autres collections avec de nouveaux auteurs très talentueux et ça contribue à un renouveau des livres-jeux avec une offre plus variée pour un public plus large. Et là, on a une illustration, j'imagine, qui illustre ce qu'il vient de dire. C'est une illustration de Koha, nouvelle génération d'artistes qui a illustré le jeu de rôle de Scriptarium, s'est inspiré des illustrateurs mythiques de Défis Fantastiques, bien entendu. Bien entendu. L'illustration, elle représente un bassin d'eau magique peut-être, où on a une créature démoniaque qui regarde peut-être dans un autre endroit du monde, qui observe quelqu'un, qui observe une elfe, une espèce de chaman elfe accompagné d'un renard. Alors, des lecteurs qui ont désormais l'embarras du choix pour vivre de nouvelles aventures, mais qui pourront toujours compter sur Steve Jackson et Ian Livingstone pour leur opposer de nouveaux défis fantastiques. Ce dernier explique d'ailleurs que l'engouement des fans le motive à continuer à écrire ses aventures, surtout que cela lui permet d'assouvir un penchant bien particulier. Et là, c'est une citation. « Mon petit plaisir est de pousser les lecteurs à faire les mauvais choix. » Ben tiens.
pour qu'il tombe dans une fosse ou se fasse rôtir par un dragon cracheur de feu. Je ne me lasserai jamais de répandre des pétales de rose sur le chemin qui les conduit à un destin fatal. Vous voici prévenu. Et c'est la fin de notre article. Eh bien, c'était pas mal. C'était plus que pas mal. C'était plutôt bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je trouvais que c'était vraiment un article concis. Je l'ai rallongé parce que j'ai fait des parenthèses à chaque paragraphe, mais c'était un article très concis, très bien documenté sur le sujet. Vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Intéressant. Ça donne vraiment, oui, ça décrypte, c'est ça. Ça donne vraiment des petites notes d'explication finalement, sur un domaine qui est peut-être peu connu. C'est intéressant. Franchement, je lis, ça évite un résumé assez habituel. Oui, oui, tout à fait. Bah, j'hésiterai pas à le partager sur mes réseaux. Et ouais, c'est un article qui gagne à être connu. Un article sans prétention, en plus. Vraiment bien, vraiment sympa. J'irais peut-être me renseigner aussi sur le Michael du Cousseau. Voilà, ça a l'air d'être quelqu'un de consciencieux dans ce qu'il fait. Donc, pourquoi pas. Eh bien, nous pouvons passer à la suite. J'ai découvert un truc tout à l'heure, je voulais vous en toucher un mot. J'étais sur Facebook et je vois un post de Mark Lane, hein, qui est un auteur de livres-jeux qui a notamment écrit la série Destiny's Roll, pour ceux qui connaissent. Et il poste un truc curieux. Sauf que après, j'ai ce message, désolé, ce contenu n'est pas disponible actuellement. Donc, je sais pas si ça a été restauré depuis ou quoi. Je vais faire un refresh pour voir si non. Je ne sais pas. Donc, il a supprimé son post aussitôt, ou alors le post a été supprimé, je ne sais pas. Je ne vois rien, je ne vois pas de nom. Il l'a pas remis, il l'a pas reposté. Toujours est-il que l'objet de son post se trouve toujours sur Amazon. La checklist et le guide des prix des livres-jeux collector, en anglais bien entendu. Ça concerne, j'imagine, les livres-jeux anglais, les gamebooks. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je me suis dit, ça y est, on en est là. On en est là. Donc le gars, Mark Lane, il publie donc un catalogue. Voilà, il y a une longue introduction, on pourrait la lire, mais bon, c'est écrit en anglais, j'ai peut-être pas le temps pour le moment. Mais voilà, en gros, c'est un catalogue, vous voyez là, c'est un listing. Il s'est pas foulé pour la mise en page, donc c'est pas grave parce que c'est pas l'objet du truc. Voilà, on a une aventure, one-on-one adventure game books, ouais, les one-on-one. Je crois que j'en ai quelques-uns. Et c'est des bouquins qui vont par paire, je crois, c'est un truc comme ça. Je vous en montre un, comme ça vous avez l'info au complet. Alors, moi j'ai la traduction en français, évidemment, je l'ai pas en anglais. Voleur et assassin, je pense que c'est ça. Un contre un, one-on-one, ça se tient, c'est peut-être ça. Euh, Voleur et assassin, ça pourrait être lequel ça? Euh, Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il donne un prix indicatif en livres. Et en fait, c'est censé représenter le coût sur le marché de l'occasion, quoi, en fait. En gros, c'est ça. C'est les livres de jeu rarissimes et tout ça. Et enfin, ici, c'est un petit extrait. On a un petit extrait du bouquin, mais parce que, bien entendu, le bouquin, il faut l'acheter. Il coûte 6 livres. Et dedans, on a un listing complet sur les livres-jeux anglais et leur prix dans le marché d'occasion, je suppose. Il fait 203 pages quand même, le bazar. C'est conséquent, hein, 203 pages. Donc, je pense que pour le principe, pour la science, je vais l'acheter. Mais sur l'usage, sur la pratique, c'est pas ma philosophie. Donc, évidemment, je l'achèterai non pas pour l'utiliser, mais pour l'utiliser comme source historique sur le sujet, quoi. C'est une base en soi. Techniquement, un objet, ça ne vaut que ce que le collectionneur veut bien mettre dedans, mais ça a le mérite de se donner des ordres de donner des ordres de grandeur. Oui, euh, oui. Sauf que aujourd'hui, alors en Angleterre, peut-être qu'ils sont plus calmes, je ne sais pas, peut-être qu'ils iront plus mollo sur le prix, mais chez nous,
les fous furieux qui te mettent des bouquins rares ou soi-disant rares sur eBay, sur Vinted et tout ce que tu veux, et qui mettent ça à des prix, quand je dis prohibitif, c'est léger. Ouais, ce genre de catalogue. Alors, soit il a une vocation de faire baisser les prix du marché de l'occasion qui sont aberrants. Alors, à ce moment-là, j'applaudis des deux mains. S'il a cette vocation-là, qu'il a cette vocation de réguler le marché qui s'emballe, alors je dis bravo. Je dis ça, c'est une entreprise qui peut se louer. Si c'est vraiment là pour dire, ouais, alors cet ouvrage-là, il est vraiment méga rare, et tu peux le mettre à 1 000 euros, c'est moins. Voilà, parce que à côté de ça, tu as plein de collectionneurs qui désespèrent, comme moi. Des collectionneurs qui n'ont pas forcément le portefeuille ouvert tous les jours, quoi, et qui désespèrent de trouver des bonnes occasions, comme on pouvait le faire dans le temps. Voilà, alors de temps en temps, ils font les brocantes, ils en font 10 pour trouver un bouquin. C'est comme moi l'autre jour que j'avais trouvé Fantomette. Fantomette, tu peux le trouver à 80 euros hein, sur eBay. Moi, j'ai trouvé à 50 cents. Voilà, pour un brocanteur, ça reste un bout de feuille de papier attaché les unes aux autres, quoi, qui vont au même prix que les autres. Non, pour un collectionneur, ça vaut autre chose. Ok, je sais pas. Oui, peut-être si j'étais millionnaire, je dis pas sûrement que j'irais acheter, je m'en foutrais, probablement, quoi, mais bon. 80 euros, bah oui. Ah bon, voilà. Je voulais vous faire part de cette découverte pas banale du tout. Je ne sais pas pourquoi son post a disparu de son Facebook, ça je ne sais pas. Mais moi, ça me rend curieux quand même. J'irai l'acheter parce que 203 pages sur les bouquins, les Gamebooks Collectors, je veux quand même voir ce que ça dit. Puis ça fait une liste. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'au moins, ça établit une liste. Il doit avoir passé un sacré temps, un sacré travail là-dessus. Ça, j'en disconviens pas. Il doit avoir passé un nombre d'heures conséquent sur le sujet et ça a le mérite d'être je veux dire, c'est louable, quoi. On peut féliciter le travail quoi, de compilation. Et visiblement, il aurait l'ambition d'en sortir un par un, parce qu'il met le guide 2023. Donc j'imagine qu'ils vont en ressortir un en 2024. Quoi. Et c'est là qu'on va voir est-ce qu'il y aura l'évolution des prix du marché. Tu vois, est-ce que les bouquins qui étaient à 20 livres, ils vont passer à 25 livres. Tu vois, c'est ça que je me dis, bon, ouais. On va voir. Ouais, je sais pas, on lui donne une chance, mais moi, déjà, j'irai l'acheter parce que voilà, je vous l'ai dit, pour la science, mais après, on verra. On critiquera après quand on en saura plus. D'après la page Amazon, l'article n'est pas encore prêt. Ah, il a posté son truc trop tôt, alors que là, il pensait peut-être que l'article était prêt à la vente, mais comme c'est sûrement un bouquin qui met en ligne via Amazon, via le système d'impression à la demande d'Amazon. Et effectivement, peut-être bien ça, le bouquin n'est pas prêt. Mais moi, je le retiens, je le retiens. J'irai voir ça. J'irai voir ça. Peut-être que dans l'intro, on nous raconte quelque chose d'intéressant. Euh, Le concept de ce guide est basé sur la checklist Fighting Fantasy, parce que ça, là, j'avais lu, elle est exclue du guide parce qu'elle a sa propre existence. Il y a une checklist rien que sur les Fighting Fantasy, donc il la reprend pas. Il fait ça pour le reste. Ouais, il parle de la rareté, de la valeur des choses. Si vous avez besoin d'un livre pour compléter votre collection, vous êtes amené à payer le, 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 le coût quoi, Ouais, enfin, ouais. C'est un autre sujet. On fera peut-être une séance, on fera peut-être une intro, une petite intro entre nous. C'est comme ça que je vais les appeler, les petites intros entre nous. On en fera peut-être une sur ce sujet-là. C'est un sujet en soi. J'avais dit qu'on parlerait un peu de la science du jeu. Déjà, est-ce qu'elle existe? Bah, visiblement, bah oui, la science du jeu, ça c'est sûr, elle existe parce que c'est un sujet qui est quand même de plus en plus pris au sérieux. Par contre, la science des livres-jeux, bah oui, elle existe aussi. Ici, on a un site qui est un catalogue qui recense quand même des revues, qui publie des revues en ligne de revues scientifiques, notamment sur le domaine des jeux. Et ici, on est dans la rubrique donc sciences du jeu, et on trouve notamment l'article à la marge de la lecture et du ludique, les livres-jeux. J'ai vu pas mal d'articles qui concernaient donc l'étude narratologique. Donc ça, c'est important pour moi. C'est vraiment là où ça manque, l'étude des livres-jeux. On l'étudie souvent sous le point de vue historique ou statistique, mais le point de vue narratologique, c'est compliqué. Et ici, ça a l'air quand même documenté sur le sujet.
Je vais vous lire un petit extrait, on va peut-être pas tout lire, mais bah, il est pas très très long, hein, mais il est quand même costaud à mon avis, donc on va peut-être se lire un petit extrait. Euh, donc, à la marge de la lecture et du ludique, les livres-jeux, qui est un article de Boris Solinsky. Peut-être. Non, c'est le même, c'est le lien de. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les marges du jeu questionnent le moment et la façon dont le ludique devient autre. Là, on bascule dans un autre registre de langue, vous allez voir, là, on bascule dans l'article scientifique. Dans le livre-jeu, ces marges permettent de sonder l'articulation entre lecture et ludique et leurs fonctions respectives. L'histoire de l'émergence des livres à jouer permet d'analyser par comparaison l'apport des livres dont vous êtes le héros, et là c'est écrit en italique. Pourquoi? Parce que c'est une citation, ça parle de la collection livre dont vous êtes le héros. On ne dit pas un livre dont vous êtes le héros comme on dirait un verre de vin ou un... Non, c'est une collection, c'est un titre, c'est un nom, c'est même une marque déposée, on l'écrit en italique. À la dimension donc, ludique du genre, d'où émerge celle de l'alternative et de la décision qui tranche cette alternative. C'est complexe, je vais relire parce que moi-même je ne suis pas sûr d'avoir compris. L'histoire de l'émergence des livres à jouer permet d'analyser, par comparaison, l'apport des livres dont vous êtes le héros à la dimension ludique du genre. Ok, l'apport à la dimension ludique. D'où émerge celle de l'alternative et de la décision qui tranche cette alternative. Ouais, en gros, qu'est-ce que ça apporte au domaine du jeu? Le fait d'avoir cette structure de choix permanent où on doit prendre des décisions. D'avoir systématisé ce truc-là. Donc permettant à partir des arbres de possibilités, là il parle même pas d'arborescence, il parle carrément d'arbres de possibilités, ok, que dessine la lecture de ces ouvrages. Qu'est-ce que c'est que cette phrase tarabisque? Permettant à partir des arbres de possibilités que dessine la lecture de ces ouvrages de dresser une typologie possible des choix ludiques. C'est une longue phrase. Les scientifiques ne sont pas connus pour être les meilleurs écrivains. L'étude des contraintes que ceux-ci imposent et des potentialités qu'ils ouvrent, tant du point de vue du texte que de son usage, est alors à même de témoigner de la fécondation réciproque des approches narratives et ludiques. La fécondation réciproque, celle-là, elle est pas mal. Je vous la refais, attention. L'étude des contraintes que ceux-ci imposent, donc des contraintes de choix, j'imagine, et des potentialités qu'ils ouvrent, donc des choix et des possibilités de l'arborescence, tant du point de vue du texte que de son usage. Ok, donc tant du point de vue du texte en lui-même, donc narratologiquement parlant, et du point de vue de l'usage, donc de l'interaction avec le lecteur, est alors à même de témoigner, donc c'est la preuve de l'existence, de la fécondation réciproque des approches narratives et ludiques. Ok, c'est ça. C'est ce que j'ai bien compris. Ok, donc c'est la narration et la ludicité qui font des petits bébés, le livre dont vous êtes le héros. Voilà. Donc mais ça, c'est raconté de façon scientifique. Fécondons-nous réciproquement. Nous ne sommes pas des escargots. Alors, mots-clés, bah oui, choix, jeu, lecture, ludique, ludologie, narration, potentialité, sémiotique. Ok, texte intégral. Et là, on peut le télécharger ou le lire en ligne. Le texte, bah, il est pas si long, hein. Un jour, on le lira en entier. Mais je crois que ce paragraphe-là, il nous a déjà bien, il nous a déjà bien assommé. Mais ça doit être passionnant. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'analyses de type schéma avec des numéros et tout ça. Ça doit être pas mal d'analyses sur la structure. Hein, je vous ai dit qu'on étudiait ça beaucoup d'un point de vue statistique. Donc voilà, l'article est relativement... Il est relativement long sans être long. Il est de bonne taille. Voilà, il est de bonne taille. Et un jour, on le lira. Un jour, on le lira. Alors, ce que j'ai regardé aussi, c'est la bibliographie. C'est intéressant parce que là, il y a des choses dont on a parlé. Et c'est souvent, ce que je remarque, c'est dans le domaine du jeu, il y a très peu de renouvellement de l'information. Les sources restent, les travaux emblématiques restent les mêmes. Ça évolue peu avec le temps. On a toujours ici Roger Caillois, Les jeux et les hommes, quoi. C'est un bouquin qui date de 58. Voilà, c'est toujours des bouquins qui font autorité. Il y a Huizinga, voilà, Homo Ludens, je le savais. Et il doit y avoir quelque part peut-être l'autre, là, que ça, c'est un autre bouquin, j'ai oublié le titre.
Il y a un autre bouquin aussi comme ça sur le jeu. Et c'est toujours un trio de bouquins, Izinga, Kaiwa et l'autre, dont j'ai horreur d'oublier les noms des auteurs. C'est toujours le trio gagnant qu'on retrouve dans l'histoire des livres-jeux, enfin des livres, des jeux de société en général. Et alors ici, bah, les ouvrages fondateurs, hein, Edward Packard, et Queneau avec le compte à votre façon, là on en avait touché un mot la fois dernière. Ah, tiens, il se situe Msolinski, ce qu'il a écrit lui, ludologie, jeu, discours, complexité, thèse de doctorat. Ah ouais, ok. Thèse de doctorat en sciences de l'information à l'Université de Lorraine. Ok, ok. Bah, peut-être si ça se trouve, elle est peut-être disponible en ligne aussi. Ça, des fois, ils mettent les thèses de doctorat en ligne. J'irais peut-être bien voir si on trouve la sienne. Il y a peut-être des choses intéressantes. S'il parle du livre dont vous êtes le héros. Euh, ah oui, Jacques Oriol, le jeu, ça aussi, je l'ai en facsimilé. Je me l'ai, j'ai imprimé un PDF. Euh, ouais. Baronnie, l'attention narrative, ça, c'est marrant parce que voilà, il y a quelques ouvrages sur. Il s'intéresse enfin, voilà, à la narration, à la narratologie. Et figurez-vous que je l'ai lu, moi, l'attention narrative de Raphaël Baroni. Il y a déjà un bon bout de temps, je l'ai lu. C'est passionnant comme truc, et je me suis dit, à plusieurs fois, je me suis dit, mais putain, ça, c'est comme dans les livres de Leclerc. C'est ça qu'il faudrait étudier. C'est comme ça qu'il faudrait étudier les livres de Leclerc. C'est avec ce point de vue-là, avec cette grille de lecture scientifique-là. C'est vraiment la façon d'étudier voilà, le suspense. C'était un bouquin plus sur le suspense, curiosité et surprise. Vous vous doutez bien que c'est forcément le livre dont vous êtes le héros, s'il doit s'étudier d'un point de vue narratologique, on va étudier ces questions-là, le suspense, qu'est-ce qui maintient le lecteur, d'a fortiori d'autant plus qu'il est joueur, il est partie prenante de l'histoire. Comment on fait pour le mettre dans ce suspense permanent, pour le titiller, pour attiser sa curiosité en permanence, et pour déclencher des effets de surprise? Comment on fait ça? Comment on se débrouille? Comment l'architecture du bouquin permet ça? Et comment ces trucs-là, comment ces intentions de suspense, de curiosité et de surprise conditionnent l'écriture, quoi. Moi, c'est un sujet que je trouve passionnant. Évidemment, Raphaël Baroni, il n'en parle pas. Je ne sais plus je crois qu'il effleure le sujet, mais c'est pas le propos. Il parle de ça de manière globale. Il étudie pas des livres-jeux sous ce point de vue-là, mais il en fait un sujet global. Et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a des connexions à faire, et si ça se trouve, un jour, il écrira un bouquin dessus, quoi. C'est possible. Mais voilà, enfin bon. Pour ceux qui s'intéressent, qui sont des mordus de ce genre de sujet, moi, l'attention narrative de Raphaël Baroni, euh, les éditions du Seuil, moi, je vous le recommande très très fort, quoi. Les thèses françaises sont toujours dispo sur le net. Ah bah merci pour cette précision. Donc, euh, donc voilà, on ira la chercher. Bien, on va tout doucement commencer. On va appeler Sam à la barre. On va faire le guest avec lui, donc on va un peu chipoter sur le guest à mon avis. Et puis on va pouvoir démarrer le truc. Ah bah je l'avais mis là, mise en scène du choix et narrativité expérientielle dans les jeux vidéo et les livres dont vous êtes le héros. On se le garde pour la prochaine fois celui-là. Et alors là, cahier de narratologie, Narrativi. C'est un autre site. Ça corrobore ce que je vous disais. Donc, la narrativité vidéoludique, une question de narratologique. Voilà. Ici, on va parler de cette histoire de structure en embranchement, tout ça, qui s'étudie aussi dans les livres-jeux, quoi.